Le nouveau consensus de la théorie néo-keynésienne, deuxième partie. Quelle politique économique? Dans le contexte que nous avons décrit dans la vidéo précédente, on comprend que la théorie néo-keynésienne concède un rôle à la politique économique avec deux volets, l'un à long terme et l'autre à court terme. À court terme, tout d'abord, il y a deux éléments également. La politique budgétaire et fiscale doit être passive. Il s'agit de laisser jouer les stabilisateurs automatiques afin de permettre de lisser les fluctuations de la demande globale. Les effets de relance et de freinage ont ainsi lieu automatiquement au fil du cycle. On revient juste après sur la notion de stabilisateur automatique dans une minute. L'autre volet de court terme concerne la politique monétaire. Elle doit suivre une règle, et c'est un héritage de la NEC, qui consiste à ajuster le taux d'intérêt de manière à compenser les fluctuations procycliques de l'inflation. À mesure que la croissance accélère, cela génère de l'inflation, dont l'ampleur peut être limitée par une hausse du taux d'intérêt, pourvu que la politique monétaire soit suffisamment crédible, en suivant par exemple une règle supposée claire, connue de tous, telle que la règle de Taylor. Les deux volets de court terme de la politique économique de ce consensus ne laissent pas de marge de manœuvre au gouvernement. Sa politique n'est supposée marcher que s'il se conforme à des règles et s'il abandonne toute idée, héritée de Keynes, de politique discrétionnaire, lesquelles sont vues comme des façons de tromper les acteurs économiques dans leurs calculs par des actions imprévues. Cette manière de raisonner est clairement issue de la NEC. Le volet de long terme, à présent, il concerne la réforme structurelle. Il s'agit de flexibiliser les marchés, surtout celui du travail, de manière à accomplir la promesse d'une allocation optimale des ressources par un marché le moins imparfait possible, ce qui permet, nous dit-on, de maximiser la croissance potentielle. L'État est donc sommé d'accomplir la promesse du marché, quitte à le stimuler. Les stabilisateurs automatiques, à présent, de quoi s'agit-il? C'est un phénomène qui fut découvert dans les années 1950-1960. C'est une notion très importante en finances publiques. Quand la croissance ralentit, les recettes fiscales baissent et les dépenses de minima sociaux et d'indemnisation chômage augmentent, ce qui d'un côté augmente le déficit et d'un autre côté limite la baisse de la demande. Inversement, quand la croissance accélère, les recettes augmentent et les dépenses publiques ralentissent, ce qui réduit le déficit et limite la surchauffe. Ainsi, les déficits varient automatiquement en fonction de l'output gap. S'il se compense au cours du cycle, et si celui-ci est à peu près symétrique, ce qui n'a rien d'évident, on dit alors qu'il n'y a pas de déficit structurel. Les finances publiques sont endogènes. Output gap, qu'est-ce que c'est? On appelle cette chose-là, on l'appelle aussi l'écart de production. Il peut être négatif en cas de récession ou positif en phase haute de cycle. C'est l'écart de l'activité économique par rapport à la tendance de long terme, laquelle est souvent appréhendée par la croissance potentielle. La croissance potentielle renvoie à une notion théorique que vous verrez en cours de macrodynamique. Il existe plusieurs définitions de la croissance potentielle, la définition néoclassique et la définition keynésienne. Mais ce n'est pas d'ailleurs la seule méthode, puisqu'il existe également une définition calculée statistiquement qui correspond à la tendance de long terme. Dans le cadre du nouveau consensus, les finances publiques sont supposées fluctuer uniquement en raison des variations du PIB autour de la croissance potentielle. Ainsi, le solde budgétaire, dit solde structurel, c'est-à-dire corrigé du cycle qui a lieu autour du PIB potentiel, supposément de manière régulière, doit dans cette approche être équilibré sous peine de distorsion. Les déficits publics sont tolérés dans la mesure où ils sont temporaires. Il ne faut pas confondre les keynésiens et les post-keynésiens d'un côté avec les néo-keynésiens. L'idée keynésienne d'une dépense d'investissement autonome insuffisante pour atteindre le plein emploi est totalement absente de cette approche néo-keynésienne pour laquelle l'économie s'ajuste à long terme d'elle-même sur le plein emploi.
Les keynésiens n'adhèrent pas à ce consensus et ils vont plus loin. Ils rejettent l'idée d'une distinction entre le court terme et le long terme. Pour eux, le long terme n'est qu'une succession de court terme. Si l'investissement est insuffisant aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas insuffisant également demain, à moins que des mesures soient prises dès aujourd'hui pour y remédier. Les keynésiens considèrent qu'il n'y a aucune force économique qui mènerait l'économie au plein emploi, ce, quel que soit l'horizon temporel, donc à court terme comme à long terme. Pour les keynésiens, il n'y a pas d'autorégulation. L'expérience des 40 dernières années. Durant les années 1980 jusqu'à la crise de 2008-2009, le nouveau consensus des néo-keynésiens s'est imposé et a fait régner l'idée que le gouvernement peut faire de la stabilisation à court terme et que l'économie rejoindra toute seule sa trajectoire de long terme. Cette trajectoire de long terme, elle est supposée ne pas dépendre des politiques budgétaires ou monétaires, mais uniquement des mesures dites structurelles, des réformes structurelles, et en particulier des réformes du marché du travail. Dans ce cadre, le multiplicateur budgétaire est supposé faible, de l'ordre de 0,5. Ceci est lié au fait que s'applique l'équivalence ricardienne dont nous reparlerons dans un autre chapitre. À la suite de diverses publications datant du début des années 1990, une partie du courant néo-keynésien va se radicaliser. On peut le désigner comme s'appelant le sous-courant de l'austérité expansive. Donc ce sous-courant va se radicaliser en allant jusqu'à soutenir que ce n'est pas la hausse, mais la baisse de la dépense publique qui est expansionniste. Donc c'est très anti-keynésien comme propos, puisque ça consiste à affirmer exactement l'inverse de ce que disent les keynésiens. Et selon ces auteurs, les multiplicateurs seraient même négatifs. Pour ces auteurs, contre toute évidence, la hausse des dépenses publiques réduirait la croissance et détériorerait les finances publiques. Ces tenants de la consolidation budgétaire prétendent que si le gouvernement réduit de manière importante et permanente sa dépense, alors les agents privés vont l'interpréter comme le signal d'une hausse de leurs revenus permanents, ce qui est supposé les conduire à accroître leur consommation présente et future. Ainsi est née la science austéritaire. Son influence sera croissante au sein des cercles dirigeants européens jusque dans les années 2010. Mais tout ceci va voler en éclats avec la crise de 2008-2009 et l'échec des politiques de consolidation durant la décennie 2010, à tel point que les tenants de l'orthodoxie finiront par reconnaître que le multiplicateur keynésien existe bel et bien. Et nous reviendrons là-dessus dans un autre chapitre de ce cours.